Ces temps-ci, on parle beaucoup du travail invisible, de la charge mentale, du partage inéquitable des tâches familiales. C'est-tu des problèmes de vieille génération ou est-ce que même les milléniaux ont la parentalité sexiste? On en discute avec Marlise Hamelin, journaliste indépendante et auteure de l'essai Maternité, la face cachée du sexisme. Marlise, tu considères que malgré toute leur bonne volonté, les jeunes parents n'ont pas encore atteint le partage égalitaire des tâches qui viennent avec le fait d'avoir des enfants? La tentation est là et elle est franchie abondamment de croire en l'égalité atteinte. Pourquoi l'égalité n'est pas atteinte? La question, pourquoi elle serait atteinte aussi rapidement? Hein? Il y a une reproduction des mécanismes qui sont les mêmes. Et c'est pas pour rien, hein? Il y a beaucoup de filles et de femmes qui deviennent féministes une fois qu'elles sont enfantées. Il n'y a pas de hasard. Et c'est là qu'elles réalisent que l'égalité n'est pas atteinte, malheureusement. Maintenant, est-ce que ça va mieux? Oui. On serait fou de dire que ça va pas mieux au niveau de l'égalité parentale. On est meilleur que nos parents. Oui, absolument. Puis donc, elle s'incarne comment cette inégalité-là dans la parentalité? Alors, de plein de façons. Hein? Il y a la sphère privée et il y a la sphère professionnelle. La sphère privée a été beaucoup traitée dans les dernières années, mais ça demeure super intéressant, les enjeux de conciliation, travail-famille, puis tout ça. La sphère professionnelle, un peu moins. C'est pour ça que je m'y attarde beaucoup. Tu l'as lu en début d'ouvrage, les exemples de discrimination liés à la maternité en emploi, parce que c'est important. C'est ça, c'est pas des problèmes individuels, c'est structurel. Moi, tu as ouvert un nouveau monde à ma personne. Je ne suis pas mère, je travaille avec des parents. Et je m'étais jamais rendu compte que malgré les lois qui empêchent la discrimination des mères, il y a des graves problèmes à ce niveau-là. Dans ton livre, tu donnes des exemples éloquents et épouvantables de femmes qui n'accèdent pas à des postes de pouvoir à cause de leur statut de mère, de femmes qui se font malicieusement couper leur poste pendant qu'elles sont en congé de maternité. Ces choses-là se passent même si elles sont théoriquement illégales? Oui, c'est ça. Il y a une chose qui s'appelle l'égalité de droit. Hein. On n'a pas le droit, mais dans les faits, c'est comme si l'égalité de droit ne se traduisait pas dans les faits. Il y a toutes sortes de choses à faire sur le plan institutionnel, législatif et à implanter des mesures, c'est certain. Il y a des choses à changer dans la sphère domestique et privée au niveau du partage, de la charge mentale, la planification, du poids des responsabilités parentales. Mais une fois ça dit, d'abord et avant tout, ça prend une prise de conscience. Hein? Parce que ce mythe de l'égalité atteinte dont je parlais en ouverture fait en sorte qu'on n'est pas porté à considérer ce problème-là qui est criant comme un enjeu de société maintenant. On va regarder ça sous la sphère privée. Les familles, il faut les accommoder, oui, mais bon. Même quand on dit conciliation travail-famille, ce que ça dit, c'est qu'il faut concilier la famille. Il faut que ça rentre dans une petite case pour pouvoir mieux travailler. La parentalité est vue comme un problème, alors que c'est absolument quelque chose qui devrait être accueilli ou à tout le moins normalisé. C'est pas le cas actuellement. Le Québec dispose de bons programmes pour favoriser l'équité, que ce soit le congé parental qui est partageable entre les deux figures parentales. En théorie. Que ce soit les CPE, que ce soit le régime québécois d'assurance parentale. Le Québec va bien à ce niveau-là. Comment ça se fait que l'équité ne se fait pas malgré tout? Le Québec va mieux. Quand on se compare, on se console, on a des mesures, elles sont fabuleuses, on est en avance et c'est vrai. Encore là, il y a la tentation de dire on est en avance, donc tout est parfait, assoyons-nous sur nos lauriers. C'est pas le cas. Il faut vraiment continuer à rechercher, à tendre vers l'égalité. Et encore une fois, il y a cette idée on a une sorte de beau programme, mais sans une réelle prise de conscience et une volonté politique, on n'y arrivera pas. Tu donnes l'exemple des congés parentaux, en théorie, qui s'adressent aux deux parents, mais dans la culture populaire, on ne dit pas, elle part en congé parental, on dit, elle s'en va en congé de maternité. C'est les femmes qui prennent le long congé, puis ça dure 1 an, puis on se pose pas trop de questions. Puis c'est correct. Encore là, l'idée, moi, souvent, on m'attend avec une brique puis un fanal, bien là, elle veut nous enlever notre congé de maternité. Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut allonger le congé de paternité dédié, hein, parce qu'on va se le dire, une bonne fois pour toutes, dans le congé, dans le régime québécois d'assurance parentale, tu as le congé de maternité, ça c'est 18 semaines. Oui. Tu as le congé de paternité, ça c'est 5 semaines. Puis tu as le congé partageable, le congé parental, qui est de 25 semaines. C'est pas tout le monde qui veut le partager, mais pourquoi
diantre, c'est 5 semaines pour le père puis 18 pour la mère. Oui, il y a l'allaitement. OK, l'allaitement. Mais qu'est-ce que ça envoie symboliquement comme message? C'est la mère qui est le parent principal, par défaut, réputé compétent. Naturellement, on parlera d'essentialisme si tu le veux. Mais oui, complètement. Et ça instaure. Et les habitudes, les plis, si tu veux, qui se prennent pendant ce long congé, cette absence du travail-là, où la mère passe la première année de vie de son enfant avec lui, c'est très, très difficile à rattraper ensuite. Puis élever un enfant, ça dure longtemps. C'est pas juste 1 an, puis les femmes travaillent. Donc, elles se retrouvent avec ceci explique cela, la planification, la charge mentale, les fameuses responsabilités parentales. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, du congé parental de maternité, mais qui trouve sa source beaucoup plus loin. Quand on parle d'essentialisme, c'est l'idée que les femmes naissent ni plus ni moins avec un mode d'emploi intégré. Puis moi, un bébé, je suis une femme, je sais comment ça marche. Le maternel. Facile. Et c'est toxique, ça, autant pour les femmes que pour les gars qui se sentent complètement en partant incompétents et disqualifiés. Et le fait de ne pas avoir, pendant la première année de vie, une période seule avec son enfant pour développer ses propres capacités, sa confiance, ses façons de faire à lui, encore une fois, c'est vraiment difficile à rattraper. Donc, c'est comme une prophétie autoréalisante parce que finalement, la mère finit par être le parent premier répondant, compétent, maman par défaut. Ça se passe. Mais tout ça est un construit social. Donc, tu veux pas qu'on ait moins de temps mère-enfant seul, tu veux qu'il y ait plus de temps pour père-enfant seul. Absolument, pour une vraie égalité parentale. Certains parlent de coparentalité, il y a toutes sortes de définitions à ça, mais vraiment une parentalité égalitaire. Donc, il y a des pays qui le font, par exemple, quand tu proposes de modifier le congé parental. En Islande, 12 mois, 5 mois pour le père, 5 mois pour la mère et 2 mois qui sont partageables. Il y a des modèles. Il y a plein d'autres modèles. Existent. En Suède, ils ont allongé le congé de paternité dédié parce que même, tu sais, souvent on dit les pays scandinaves, c'est le paradis de l'égalité. Oui, ils sont vraiment en avance sur nous, mais le paradis n'est pas terrestre. Et c'est la même chose là-bas. Les hommes n'avaient pas tendance à prendre le congé partageable pour toutes sortes de raisons. Encore une fois, c'est pas un blâme que je pose. Donc, ils ont eu l'idée d'allonger le congé de paternité dédié. Alors, à ce moment-là, si on ne les prend pas, c'est perdu. Donc, les hommes le prennent. C'est pour ça que je suggère la même chose. Dans le livre, je parle de 18 semaines pour le congé de paternité comme pour le congé de maternité pour, justement, symboliquement envoyer le message que les deux parents sont aussi importants. C'est comme quand on part en négo, ça peut être... en Suède, ils ont mis ça à 12 semaines, ça serait déjà incroyable. Qu'on y arrive. Ouais. J'aimerais citer certains de tes chiffres parce que je les trouve percutants. 35 des nouveaux pères ne prennent qu'une infime partie du congé parental. Oui. Les autres n'en prennent juste pas. Oui. Et dans 80 de ces cas-là, la mère est présente à la maison pendant la portion de congé du père. Bien, c'est ça qui arrive. Puis il y a deux choses là-dedans. Parce que je ne suis pas certaine que c'est nécessairement un désintérêt des pères. Pour certains, probablement, ou plutôt pas des intérêts, mais cette idée que les enfants, c'est une affaire de bonne femme. Oui, c'est ça. Mais pour d'autres, c'est cette idée que si je prends des semaines du congé partageable, je l'enlève à la mère qui en a peut-être besoin. Ce qui est certes pas faux. Bien, surtout si elle allaite sur une longue période. La moyenne d'allaitement au Québec, c'est 6 mois, mais ça, c'est une moyenne. Ça veut dire, il y en a, c'est pas du tout, puis il y en a, c'est très long. Donc, c'est du cas par cas. Si la mère a une césarienne, Puis c'est pas l'idée d'entrer justement chez les gens puis de leur dire quoi faire, mais ça serait utile en ce sens d'allonger le congé de paternité tout en l'assortissant d'une forte incitation à prendre une partie seule avec l'enfant, idéalement peut-être plus vers la fin qu'au début, mais ça, regarde, c'est aux gens de voir, mais parce que c'est un bel investissement pour les deux. Puis moi, j'ai commencé à écrire ce livre-là parce que je voyais une injustice, puis je voulais aider les femmes, mais plus j'avançais, plus j'ai réalisé que ça allait aider les hommes aussi. Oui, puis les hommes, tu les exclus pas de ta réflexion. Au contraire, tu leur tends le micro. J'ai tout un chapitre sur... Bien sûr. Parce qu'ils en vivent eux aussi des discriminations, des problèmes. C'est ce qui m'a vraiment choquée. Les hommes féministes et progressistes à qui tu donnes la parole dans ton essai se font juger pour leur implication. Oui, et ça participe dans le fond du même principe. C'est les deux facettes de la même médaille. Si on considère d'une part que la mère, par nature, c'est le parent qualifié puis compétent, on considère un peu encore, souvent inconsciemment, mais c'est encore présent, surtout sur le marché du travail, que le rôle du père, bien, c'est de rapporter de l'argent puis de s'investir beaucoup dans la sphère professionnelle. Donc, c'est très difficile d'aller à contre-courant. Donc, c'est pas bien reçu sur le marché du travail, les pères qui s'impliquent. Et en contrepartie,
il y a un double standard dans la sphère personnelle où un père qui s'implique, là, c'est très bien vu, hein? Un papa avec une poussette, le sac de Bien bébé, sûr. qui amène ses enfants au médecin, on est pâmé. Mais dans les deux cas, c'est un double standard, hein? Au travail, on perçoit ça négativement, c'est à la mère, il n'y a pas de mère, cet enfant-là, de s'en occuper. Dans la vie, un homme qui s'occupe. Tout ça vient, dans le fond, démontrer que c'est pas considéré comme juste normal. C'est D'être juste père ça d'un qu'on- enfant. Point. Pourquoi d'un côté, ce que la mère fait, c'est attendu, normal, et le père, c'est merveilleux, ou sur le marché du travail, le père, ah ben là, qu'est-ce qu'il fait là? Il veut prendre un congé, ça nous met dans la merde. Il est puis- paresseux. Ouais, ou c'est un homme rose, hein, Ouais. tu sais, il est efféminé, il aime ça, les enfants, hein, les tâches associées au féminin. Tout ça, là, tous ces stéréotypes-là, c'est ça qu'il faut déconstruire. Mais c'est aussi que dans une culture d'entreprise, je pense que c'est très inhabituel de voir un père quitter parce que son enfant est malade, ne serait-ce que parce que la statistique veut que Ben les oui. mères quittent 2 fois plus souvent le un travail cercle pour des vicieux. raisons familiales. Et 2 voilà. fois plus souvent que le Oui. père. On Oui, est juste oui, pas oui. habitué de voir des pères Ben partir pour aller chez le Ben dentiste. non, c'est dérangeant parce que, comme tu dis, c'est les mères qui vont s'absenter quand le petit est malade, quand il y a un rendez-vous chez le médecin, mais c'est tout ça qui est à changer. Puis c'est long. C'est pour ça que ça m'énerve, l'espèce de mentalité d'égalité atteinte en 2017. Mais pourquoi, bon sang, on aurait fait ce bond de géant? Ça va être long, mais avec un peu d'humilité puis de bonne volonté. Tu parlais de bonne volonté, mais c'est là qu'on... Déjà, ne serait-ce que de le réaliser, là, qu'il y a ce problème-là, Ouais. on ferait un pas en avant. Mais ça te va au-delà du couple. Moi, ce que j'ai aussi appris dans ton essai, c'est à quel point on ne s'adresse pas au père de façon institutionnelle. On Non. ne parle pas au père dans les publicités, on parle pas au père dans les documentations scolaires, on parle pas au père dans les hôpitaux, guides pour après nouveaux parents. Oui, 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 absolument. Ils sont absolument. complètement ignorés. Mais c'est tout ça, c'est une reproduction de l'idée essentialiste de la maman, parent principal par défaut. C'est le cœur de l'ouvrage. C'est ça qu'il faut terrasser. Parce que tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'égalité des chances pour les femmes. Jamais. Il n'y en aura pas. Un intervenant que tu rencontres dans ton essai propose, quant à lui, de s'inspirer des cours prénataux offerts pour les couples homoparentaux. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Ça, c'est génial. Mais c'est parce que les familles homoparentales, par définition, sont non traditionnelles. Ils ne sont pas coincés dans les carcans stéréotypés de la famille pas nucléaire. papa, maman. Papa a raison, maman veille au grain. C'est pas possible. Donc, ils sont obligés de se redéfinir autrement. Et on leur demande dans ces cours-là comment vous vous voyez comme parents. Ils réfléchissent aux responsabilités parentales, comment ils veulent gérer toutes ces affaires-là là, qu'on n'aborde pas du tout en ce moment avec les couples hétéros. Donc, ils nous montrent la voie. Il faut vraiment arriver avec des nouvelles idées. Par exemple, moi, je me sentais bien habilitée à écrire ce livre parce que je n'ai pas d'enfant. Parce que je ne suis pas impliquée émotionnellement, j'ai un recul, j'ai pas d'intérêt personnel à écrire ça. Si on ne pense pas dehors de la boîte, si on ne s'intéresse pas à ces questions-là, si on ne regarde pas les autres modèles, puis comment on peut tendre à plus d'égalité, on n'y arrivera pas. Il faut en parler. Puis il reste du travail à faire. Énormément. Merci beaucoup, Marc-Lise Hamelin. Je recommande ton essai à toutes les femmes qui ont envie de péter une coche et à tous leurs partenaires qui aimeraient comprendre pourquoi elles crissent des affaires au bout de leurs bras en 10 ans.